Bonsoir, bienvenue dans l'auditorium Germaine Tillon du MUSEM, comme chaque soir. Merci d'être là et nous allons reprendre ce soir le fil de nos rencontres autour du bonheur. Après Edgar Morin, après Gilles Clément et la question du paysage, après la très belle rencontre que nous avons hier avec Roland Gori, psychanalyste, à propos du bonheur individuel, mais il a surtout été aussi question du collectif. Alors ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Pierre Giannetti. Pierre Giannetti, chef cuisinier au Grain de Sel, restaurant ici à Marseille. Donc une rencontre qui sera un peu différente, peut-être un peu plus sensuelle, peut-être un peu plus charnelle aussi, et je pense que voilà, ça fait aussi partie du bonheur. Je rappelle simplement que ces rencontres s'inscrivent à la suite du film Chronique d'un été d'Edgar Morin et Jean Rouch, réalisé en 1960, qu'il s'agit d'un partenariat avec l'Institut d'études politiques d'Aix-Marseille et que ce sont donc les étudiants qui se prêtent au jeu du grand entretien avec nos invités. Alors ce soir, pour converser avec Pierre Giannetti, nous avons Clémentine Agosta, Olivier Coulot, Joséphine j'aurais dû mettre mes lunettes, Dontan, voilà. Ah, c'est difficile. Rémi Évrard et Pauline Coste, qui étaient déjà parmi nous pour la rencontre avec Edgar Morin. Et on vous cède tout de suite la parole. Ah oui, il me reste à vous dire aussi que pour ceux qui suivent le cycle et qui sont vraiment très intéressés, bien sûr, l'ensemble des rencontres seront podcastables sur le site internet du MUSEM dans quelques temps, mais aussi dans l'espace de la Médinathèque, cet espace que le MUSEM a créé en collaboration avec l'INA. Chaque jour, à partir de 16h, vous avez l'occasion de voir des films en relation avec cette programmation. Donc n'hésitez pas à vous y rendre pour ceux qui souhaitent prolonger et approfondir. Et je vous passe la parole. Très bonne soirée à vous. Un dernier petit mot pour vous dire qu'il y a un repas, bien sûr, à l'issue de cette rencontre. Un repas qui a été préparé par Pierre Giannetti et son équipe, mais qu'il fallait réserver. Donc en principe, l'ensemble des boîtes repas sont réservées, mais peut-être que certains d'entre vous, d'autres ne viennent pas, et donc vous pouvez toujours tenter votre chance à l'issue de la rencontre. Bonne soirée. Merci. Bonsoir à tous. Et bonsoir Pierre Giannetti. Bonsoir. Merci d'être venu. Donc, nous sommes réunis pour cette 4e conférence sur le thème « Bonheur, quel bonheur ?» afin de discuter de quelque chose qui, j'en suis sûr, parlera à tous, la cuisine. Lier cuisine et bonheur, est-ce que c'est si évident ? Des philosophes de l'Antiquité ont pu dénoncer cette cuisine, mauvaise pour le corps, incitant à l'indolence et nuisant à la réflexion. Mais aujourd'hui, nous avons avec nous quelqu'un qui a fait de cette cuisine sa vie, son travail, peut-être même son art. Et il nous apportera, je pense, quelques éléments pour réconcilier la cuisine et le bonheur. Mais avant d'aller plus en avant, nous allons laisser quelques personnes qui vous sont proches vous présenter à notre place, sur la vidéo qui va apparaître. Alors je dirais créativité, curiosité et rencontre. C'est sa nature d'accueillir et de transmettre. Qui est déjà à la base, de par ce que propose Pierre, dans ce qu'il met dedans, dans ce que met Pierre dans sa cuisine, dans ses réalisations, pour moi c'est quelque chose qui est déjà généreux et convivial. C'est quelqu'un qui est vraiment sur cette idée de rencontre et de hasard. Et là, il y a vraiment un rapport entre sa manière de vivre et sa manière de cuisiner. Sa cuisine, pendant qu'il travaille, c'est quelqu'un qui est vraiment dans son monde. Là, le bonjour, alors c'est vrai que comme c'est une cuisine improvisée, elle est forcément inégale. Donc en général, c'est très 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 bon, et des fois, c'est que très bon. C'est ce côté vraiment passionné par rapport à la recherche des produits cuisinés. C'est facile. Pierre propose des plats au jour le jour, en fonction des produits de saison et en fonction, à mon avis, aussi de ses idées, de son imagination et du mariage des saveurs.
c'est ma affection, oui, et puis aussi en termes de qualité, oui, puis il y a beaucoup de choses. Quoi. Dans son restaurant, participe à votre bonheur. C'est un pur moment de bonheur. Donc on a peut-être pu avoir quelques idées. Histoire de vous présenter rapidement, donc, Pierre Gianetti, vous êtes un restaurateur, vous avez travaillé dans de nombreux endroits, vous avez commencé votre apprentissage dans les gorges du Verdon, vous avez travaillé à Barcelone, dans le restaurant de Fer Adria, vous avez monté à Marseille avec votre cousin Olivier Roubaud un restaurant Le Grain de Sel, unanimement encensé par les médias et par vos clients. Donc j'aimerais vous en dire plus, mais je vais d'abord vous laisser la parole. Donc ça sera notre première partie d'ailleurs, donc Pierre Gianetti qui va nous parler de lui. Dans une seconde partie, on va aborder finalement le rôle du cuisinier peut-être dans la société. Et enfin, nous parlerons finalement de l'engagement qui soutient votre cuisine et qui soutient votre vie peut-être. Donc voilà, on va d'abord commencer avec la vidéo. Donc on a parlé dans cette vidéo de bonheur, de partage, de rencontres, de générosité aussi. Mais finalement, d'où vient votre cuisine, de quelles expériences ? Elle vient d'une expérience. J'ai eu la chance de travailler dans beaucoup, de voyager un petit peu par mon métier. Et je suis toujours resté quand même proche de la Méditerranée. Plutôt l'Espagne, Barcelone, les îles Baléares, le Maroc, un peu plus loin de la Méditerranée, mais l'autre rive de la Méditerranée. Quelques excursions en Suisse, tout ça, mais c'était pas la montagne, c'est pas trop ma. Moi, c'est une cuisine du soleil en fait. Le ciel bleu, j'ai besoin de mer et de soleil. Ensuite, c'est l'expérience et ensuite, je ne saurais pas trop définir ma cuisine en fait. C'est mon expérience personnelle, mon expérience d'apprentissage, parce que c'est quand même un métier d'artisan en fait. On parle beaucoup de l'art dans la cuisine, mais pour moi c'est un métier d'artisan et il y a une phase d'apprentissage en fait. Il faut apprendre des techniques, il faut apprendre. En plus c'est un métier qui est vaste parce qu'il y a la pâtisserie, la boulangerie, donc il y a plein de choses à découvrir et une partie qui est cet apprentissage de gestes, de cuisson, de temps et tout ça. Et ensuite, il y a ce qu'on commence à imaginer avec la cuisine, en fait. Donc, on essaie de projeter des plats, on y arrive, on n'y arrive pas. Et ça, par contre, c'est un répertoire qu'on a de goût, de texture et tout ça. Et ça qui s'affine tous les jours, en fait. Il y a l'expérience et les rencontres, et goûter quelque chose qu'on n'a jamais goûté, ou regoûter quelque chose qu'on avait goûté il y a longtemps, voilà. Ou redécouvrir des produits aussi simples. Et redécouvrir des produits quand même exotiques. En fait. Et donc ça fait que la cuisine elle évolue tout le temps. Mais il y a quand même un corpus en fait qui est le geste, la technique, le temps. Je pense qu'il faut parler. On ne faut pas être pressé dans ce métier en fait. Voilà. Eh ben, il est vrai que du coup nous on a défini en fait votre cuisine par méditerranéenne. C'est l'adjectif qui nous est apparu viable directement, et notamment aussi au travers de vos écrits, puisque vous dépeignez vos nombreux voyages, justement dans l'espace méditerranéen, dans la pensée du midi. Du coup, comme on a été mangé dans votre restaurant, on a pensé à un plat. On voudrait vous montrer la photo, justement, et justement que vous puissiez nous en parler. Oui, alors ça, c'est le plat que... Parce que bon... Dans le grain de sel, ce qui fait la singularité de ce petit restaurant, c'est que ça change tous les jours en fait. Mais ça, c'est un plat. En fait, c'est un plat qui est là depuis 4 ans en fait, depuis l'ouverture du restaurant. Enfin, le plat, le récipient, c'est une cocotte en fonte. Et il y a toujours des palourdes, du poulpe. Et après, voilà, toujours, ça change aussi. Si le poulpe il va avec du chorizo, avec du citron, avec des blettes, enfin, voilà. Et voilà, c'est le côté terre-mer en général, parce qu'il y a toujours un côté... les jus se rencontrent en fait, de jus de palourde, de jus de poulpe, et il y a toujours un peu une viande ou quelque chose comme ça, donc j'aime bien cette rencontre. Et voilà, je suis italien d'origine aussi, donc j'aime les pâtes, et j'aime les pâtes qui cuisent dans le jus en fait. Donc voilà, ça c'est un plat tout simple, hein, qui se fait au moment, quoi.
Et par contre, voilà, les pâtes, on cuit dans le jus et il y a toujours du jus, on mange avec une cuillère. En fait, voilà, c'est plutôt généreux, c'est plutôt consistant. Hein, c'est quand même pas un plat, c'est un plat qui je dis, des fois un plat un peu de bûcheron, quoi. Enfin, mais bon, c'est un plat qui est rassurant aussi. Moi, j'ai besoin aussi de faire des choses rassurantes. Je ne peux pas partir tous les jours dans des trucs un peu plus inconnus ou un peu plus, voilà. Et c'est vrai que ça fait partie des choses qui font moment. Quand je goûte, c'est bon. C'est bon. Voilà, j'aime le goût du jus de crustacé qui se mélange avec un jus de viande, en fait. Et ça me plaît. Donc, et les pâtes, c'est réconfortant, c'est nourrissant. Voilà, c'est plutôt un plat aussi généreux et qui s'amène aussi à la bonne franquette aussi. Aussi voilà, on mange on mange dans ce plat-là. Voilà, on mène pas d'assiette, tout ça. On mange de la casserole. Alors, Pierre Giannetti, on a parlé de vos voyages, de l'impact que cela avait eu sur votre cuisine. Vous avez évoqué vos découvertes et vos redécouvertes. Mais lorsqu'on lit vos recettes, ce qui est frappant aussi, vous parlez beaucoup de l'héritage familial, de l'importance de la tradition, de la transmission. Donc, en quoi la cuisine est-elle un moyen de conserver les liens sociaux et familiaux, voire même de les renouer dans certains cas? Oui, bon... La cuisine. Il y a beaucoup de choses dans votre question. Bon, c'est clair qu'on a à la base un goût qui se construit depuis l'enfance, ou avoir la chance d'avoir des familles de personnes qui cuisinent, ou des hommes ou des femmes. Donc c'est une construction de goût, de sensations et tout ça, et de repères aussi. Et donc moi j'ai eu la chance d'avoir une famille, une maman qui cuisine bien, une grand-mère deux grand-mères qui cuisinent très bien, des registres très simples en fait, mais de bonne cuisine en fait, du temps, beaucoup de temps à cuisiner. Et ensuite, comme je disais tout à l'heure, après la construction continue à se faire avec les voyages, les rencontres aussi, d'aller manger chez des gens. Même à Marseille, des fois il m'arrive d'être invité chez des gens, ils disent oh, tiens, c'est super, et voilà. Et donc on continue à se forger voilà, ce répertoire en fait d'associations ou de dissociations où on veut construire, où on veut déconstruire, mais en tout cas on a toujours besoin d'avoir un répertoire de goût, de texture on peut dire aussi, de température, de mélange de température. On peut s'amuser quand même, c'est un métier où on peut s'amuser tant qu'on le fait de manière assez honnête. Donc on peut faire des blagues aussi, envoyer du chaud et du froid. Enfin, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais ouais, je ne sais pas, peut-être il manque des trucs, non? Non, juste sur la convivialité. Pourquoi la cuisine, c'est un moyen de conserver les liens familiaux et sociaux en général? Ouais, c'est quand même c'est un repère. Le repas, c'est un repère. Après, qui se perd. Qui peut se perdre selon la vie que l'on mène, tout ça, mais bon, c'est quand même un repère de se retrouver à déjeuner ou à petit déjeuner ou dîner avec ses amis, sa famille, son conjoint, à la maison ou au restaurant ou dans d'autres lieux, parce que quand même la cuisine quand même, s'est déplacée dans la rue, voilà. Et c'est au moment où on pose les choses et on fait partie la cuisine et notre culture en Méditerranée. Je dirais qu'en France, on parle beaucoup de cuisine quand on mange. Mais récemment, je suis allé j'ai vécu en Espagne. Quand on mange, on parle de cuisine. J'étais au mois d'octobre en Italie pendant une semaine. Chez les Italiens, on mange, on parle que de cuisine. C'est vrai, on parle en mangeant, on parle que de cuisine et de meilleures choses qu'on a mangées et qu'on va manger. C'est une culture et c'est intime aussi la cuisine en fait. C'est un truc qu'on vit. C'est assez intime l'acte de manger en fait. Ça rentre dans le corps quoi. Et donc toutes les émotions que ça peut procurer, voilà. Et donc on le partage tout ça. Je dirais qu'on est un pays de gastronomie, mais enfin il y en a beaucoup plus. Enfin, je pense que tous les pays ont leur culture gastronomique. Même j'ai des amis argentins, des amis mexicains. Au Mexique, il y a une cuisine incroyable et les gens, tu manges et on mange et on parle que de cuisine aussi. Donc
après, on va parler d'autres choses, bien entendu, mais je pense que c'est assez difficile de passer un repas sans qu'on en parle, en fait. Donc maintenant, nous allons passer à l'extrait du film Chronique d'un été, donc, d'où est inspiré ce cycle de conférences. Donc, c'est un film qui a été réalisé par Edgar Morin, le sociologue, et son ami Jean Rouge, qui a interrogé la perception du bonheur dans les années 60 en France. Donc la scène en fait, qu'on a choisie, c'est une scène plutôt de fin de repas, où à ce moment-là, on échange sur les sujets d'actualité et plutôt politiques, donc dans un contexte assez sensible avec la guerre d'Algérie. Donc voilà, l'extrait vidéo. C'est qu'actuellement, le film qui jusqu'ici s'était cantonné dans un univers relativement personnel, relativement individuel, débouche sur la situation de cet été 1960. Oui. Alors on y va. Oui, moi je voudrais bien savoir ce qu'il pense. On y va. Oui, d'accord, on y va. D'accord, on y va. On y va. Je ne sais pas moi, enfin si j'étais étudiant, en ce moment, un garçon surtout, pas en âge, enfin, la service militaire, moi je penserais aux événements d'Algérie, à la guerre d'Algérie. Tu t'en fous de cette question-là, la guerre d'Algérie, non? Mais non, on s'en fout pas, parce que... Mais ne serait-ce que pour cette raison, c'est qu'un jour, enfin je sais pas, l'année prochaine, dans 2 ans, dans 10 ans, eh ben, il y aura des sujets prodigieux de films sur la guerre d'Algérie. T'es un esthète, alors à ce moment-là, tu parles des films futurs que tu voudrais faire sur la guerre d'Algérie, bon, ben, très bien. Si la majorité des Français manifestaient leur opposition, et manifestaient publiquement. Mais pour quel but? Pour faire cesser cette guerre absurde. Et je ne vois pas pourquoi la France abandonnerait demain matin ce que j'appelle ses droits, car c'est tout de même ses droits. Que ces guerres doivent s'arrêter sur des négociations, c'est évident. Mais parce que probablement que comme le GPRA n'est probablement pas capable, à l'heure actuelle, de l'arrêter lui-même. Mais qu'est-ce que ça peut faire maintenant? Mais absolument. Il faut bien qu'elle se termine, cette guerre. Non, mais je voudrais le jour depuis 6 ans. Et ça, c'est la première chose à dire. On oublie tout le temps de la dire. C'est-à-dire, on s'installe dans une sorte d'habitude consentie, dans une sorte de consentement à un état de fait. En fait, il se passe là-bas des crimes qui ne sont pas des erreurs, qui sont des faits, et que la plupart des gens refusent de voir. Donc, comme on vient de le voir avec cet extrait, on va dire que le repas permet vraiment un échange d'arguments, parfois assez véhément. Et donc, au-delà de la satisfaction d'un besoin, on voudrait nous vous interroger justement sur ce rôle prédominant au niveau social et parfois politique du repas. Donc, pour vous, est-ce que le repas a justement cette capacité de délier les langues? Bah oui, parce que c'est quand même un moment d'intimité, un repas. On partage un repas avec des gens qu'on apprécie, on ne partage pas un repas avec des gens qu'on n'apprécie pas, je pense, enfin, bon, à la base. Bon, il fumait quand même pas mal, hein. Ça picolait aussi. Enfin, voilà, donc après, il y a le repas. Après, oui, avec 2-3 verres aussi, ben, voilà, on est un peu plus à l'aise et on peut s'emporter un peu plus, peut-être. Mais je pense que, ça c'est peut-être une blague, mais non, c'est que surtout la base, c'est qu'on se retrouve avec des gens avec qui on a envie de se retrouver, et pour partager un moment qui peut être pour se nourrir, mais voilà, je pense que si les gens sont ensemble à un moment donné dans ce repas, c'est que pour aussi que ça puisse... que les gens se nourrissent aussi entre eux, et voilà, et ça va être une discussion. Bon, là, c'est clair que c'était un thème politique, enfin un thème qui était à cette époque-là, voilà, avec une jeunesse qui était contre cette guerre, puis une partie de la population qui comprenait, enfin voilà, c'était un droit de garder ce territoire et tout ça. Donc bon, moi, je vais pas faire l'histoire, mais on comprend très bien que voilà, ça clash, et c'est vrai qu'en général, ça clash. Quand c'est la discussion, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, c'est la discussion, et ça se fait autour d'une table, et bon, voilà, un repas, oui, c'est en général un endroit, oui, propice à ça. Des repas de famille qui se terminent mal, on en a toujours tous passé, quoi. Donc voilà, c'est les moments humains
les émotions, l'humain, enfin voilà. Tombe les masques maintenant. Donc, on vient de le voir, donc, comme dans chaque repas, on pourrait finalement rapprocher le repas comme à une pièce de théâtre, comme pour le faire le sociologue Goffman, par exemple. Et donc, du coup, on voudrait savoir, nous, si, compte tenu des codes et des comportements à adopter, vous pensez peut-être qu'aujourd'hui, on a un certain comportement à avoir à table Plutôt dans un restaurant, vous voulez dire? Voilà. Ouais. Je dirais que ça, c'est plutôt... ça a vachement changé, je trouve. Je veux dire, en tout cas, moi, dans mon établissement, qui est un bistrot, qui est pas qui est un reste... le plus important, c'est ce qu'on a voulu créer ce lieu avec mon cousin, en fait. Tous les deux, on a décidé d'ouvrir un lieu simple, où, pour nous, le plus important, c'était un bon accueil et un bon rapport qualité-prix avec une cuisine sincère et généreuse. Et donc, voilà, il n'y a pas de nappe, il n'y a pas de tralala, pas de smoking, pas d'habits, de serveurs, tout ça. Et, mais ces codes ont changé, dire que maintenant, c'est presque ringard, un restaurant ou avec des serveurs de pavillon, même dans les restaurants gastronomiques, voilà. Donc les codes changent et les gens, voilà, puis bon, moi je suis parti des restaurants qui sont des restaurants de tous les jours, donc j'accueille des gens qui travaillent, n'importe quelle personne qui peut venir dans un lieu sans que ce soit, bon, ce soir on casse la tirelire, on va manger chez Pasteta ou quoi. Donc, non, mais c'est clair que même dans des grands restaurants, les codes ont changé, parce que la clientèle a changé. C'est beaucoup plus simple. Avant, c'était des services très protocolaires. Bon, la haute cuisine, quand même, bon, enfin, en général, dans l'histoire, la haute cuisine est toujours liée à une cuisine privilégiée, quoi. La gastronomie, c'était la cuisine des rois. Donc ça c'est en train de changer. Même dans les palaces parisiens, où les services sont très décontractés. Il y a des protocoles, mais de moins en moins. C'est-à-dire que maintenant, même Ducasse, qui arrive au Plaza Athénée, a décidé de faire un restaurant, il n'y a plus de nappe. Donc les protocoles éclatent, en fait, pour poser le détail sur ce qu'il y a dans l'assiette, aussi l'assiette, l'art de la table, voilà, je pense que en tout cas, c'est en pleine explosion en ce moment, je trouve, ce côté de bien manger. Des fois, on peut très bien manger dans un restaurant où il y a une déco, enfin, il n'y a pas de déco, parce que c'est pas la priorité. Justement, si les codes changent, le statut de la cuisine change aussi, puisqu'on remarque que la cuisine devient a une position centrale maintenant, au niveau, par exemple, les architectes placent la cuisine dans les maisons qu'ils conçoivent maintenant, au centre justement des bâtiments. Et dans votre restaurant, on constate même qu'on a un visuel, puisqu'on a une vitre, par exemple, et on peut vous apercevoir, tout en mangeant, on peut vous apercevoir cuisiner, justement. Est-ce que c'était un choix? Ah oui, c'était un choix. C'était un choix parce que j'avais envie de voir les... Enfin, j'avais envie de voir les gens. Enfin, j'avais pas... j'ai passé pas mal de temps dans des cuisines, bon, quelquefois même en sous-sol, tout ça, donc bon, c'est quand même difficile de travailler de dresser des assiettes et puis de les envoyer ou dans un monte-plat, enfin, un genre d'ascenseur pour que ça arrive à un étage, tout ça, ou dans une genre de petite cahute, petite fenêtre où les serveurs prennent l'assiette et on ne voit pas ce qui se passe en salle. Donc non, moi j'ai voulu voir ce qui se passait dans la salle, voir aussi, que les gens puissent aussi voir ce qui se passe dans la cuisine, en fait. Voilà, il n'y a rien à cacher, il n'y a pas de micro-ondes. Voilà, dans un souci de transparence. Ouais, transparence et puis bon, en fait aussi de pratique, hein, parce qu'au début, quand on a ouvert ce restaurant, j'étais seul avec mon cousin. Donc lui, il faisait la salle, il faisait le service. Et moi, ça me permet aussi de contrôler la salle. Il dit, voilà, tiens, la table 3, ils ont fini. Voilà, pour aussi de sentir la salle aussi, de sentir... voilà, il y a des jours où il y a des jours où on sent le restaurant qui est plein et bonne ambiance, les gens, je sais pas, ça. Puis des jours où ça marchait moins bien, mais et ça, voilà, j'avais besoin de voir ça en fait. J'avais besoin de voir comment vit le restaurant en fait. Mais c'est vraiment voilà, un souci de transparence également, mais à la base c'était plutôt égoïste en disant non, j'ai pas envie d'être enfermé. D'ailleurs, vous parlez un peu de
vous qui êtes finalement au centre de votre restaurant et finalement vous faites presque acteur un peu de cette scène de repas pour vos clients. Il y a un de vos écrits qui nous a marqué, je crois, parce qu'on l'a nommé notre conférence d'après celui-ci, Rouge comme une tomate, où vous faites la présentation du fruit. Enfin, c'est vraiment son mode de production, sa consommation, donc la tomate, la description du goût. Et vous faites presque professeur finalement de cet aliment. Enfin, vous apprenez à ceux qui vous lisent, mais aussi peut-être à ceux qui mangent ce que vous faites. Vous apprenez ce que c'est. Est-ce que vous vous sentez un peu comme un prof, un pédagogue en tant que cuisinier? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. Moi, j'ai plutôt l'expression d'être un élève qui apprend tous les jours des trucs. Non, je ne suis pas du tout prof. Loin de là. Même en plus, bon, c'est clair que maintenant je suis plus seul en cuisine. J'ai des gens qui sont avec moi, des jeunes, donc à l'envie de transmettre en fait. Mais pour moi, c'est toujours quelque chose de très compliqué, parce que j'ai la chance d'avoir des jeunes très intelligents qui me comprennent et qui savent très bien que tout ce qui est théorique et académique, je remets tout en question. Donc voilà, c'est un peu au jour le jour. Bon, il y a des bases qu'on sait faire, mais bon, on peut aussi les déconstruire. Et donc non, pas du tout professeur. Bon, après, ça, je sais que c'était des articles que j'avais écrits, donc pour présenter quelque chose, bon, on est obligé d'avoir une présentation un peu académique. C'est pas trop moi, quoi. C'était juste pour la forme. Mais c'est moi qui ai écrit, c'était pas un nègre non plus, quoi. Vous n'avez pas de déconstruction, c'est vrai que vous avez fait donc cette expérience, ce stage, donc vous l'avez dit dans le restaurant de Ferran Adrià à Barcelone. Vous pouvez nous en parler un peu de ce stage et de ce que vous avez fait là-bas? Oui, après c'était un stage de quelques semaines, hein, donc mais bon, c'était une époque où c'était un restaurant qui était connu, mais pas encore trop, enfin qui était connu, mais qui n'était pas non plus avec des classements de meilleurs restaurants du monde, ça n'existait pas encore, c'était en 2000, hein, donc ça n'existait pas du tout ces classements où on classe des restaurants comme ça. Mais j'avais la chance d'être chef pâtissier dans un restaurant à Barcelone, et le restaurant au mois d'août fermé, et puis j'ai demandé en fait, je devais faire des vacances avec une amie, et ça s'est décommandé, puis j'ai dit, bon, je vais travailler. Et donc j'ai pu aller intégrer les cuisines El Bouilly, mais bon, c'était super, parce que bon, c'est la première fois que oui, c'était ma première expérience dans une cuisine avec autant de cuisiniers. On était plus d'une quarantaine, on était 45, je crois. Et c'était la première expérience aussi dans une cuisine en fait, où le lieu de cuisine en fait est un beau lieu. En fait, c'était un lieu de design et voilà, c'était très beau, quoi. C'était un restaurant assez simple, parce que c'est une maison dans une calanque, quoi. Mais par contre, la cuisine était très belle. La cuisine était beaucoup plus belle que la salle de restaurant. La salle de restaurant était assez pauvre en fait, aucune décoration. Mais la cuisine était très très belle, avec beaucoup de lumière naturelle, un peu des paysages japonais, tout ça. Il y avait l'endroit où en fait, quand les cuisiniers posent le plat qui part en salle, en fait, ça s'appelle le passe en fait. Et là, c'était un passe qui faisait 4 mètres de long, même 5 mètres, avec une tête de taureau au milieu. Là, c'était une œuvre d'un sculpteur basque en fait. Et voilà, c'était un beau lieu, quoi. C'était un chouette lieu. Et j'ai eu la chance de pouvoir y passer quelques semaines, en fait, où c'était une époque où la cuisine catalane était considérée comme un peu... Il y avait une révolution qui se passait dans cette cuisine-là. Et oui, on parlait de déconstruction, on parlait de plein de termes comme ça qu'on n'utilisait pas trop à l'époque pour parler en cuisine, en fait. Et c'était chouette de pouvoir être là à un moment donné avec des gens qui venaient du monde entier. Des cuisiniers qui faisaient même des crédits à la banque pour faire les 6 mois de stage, parce qu'on n'était pas rémunérés. Mais qu'ensuite, voilà, des gens qui... Noma, tout ça, le chef de Noma était en 2000 à Blois, on était ensemble. Voilà, donc, plein de gens qui ont utilisé cette expérience-là, parce que c'était unique. Après, maintenant, le restaurant, enfin, ce type de restaurant s'est développé, il y en a de plus en plus, mais à l'époque, c'était un laboratoire vivant, quoi, des menus où il y avait 30 plats, enfin 30 bouchées, quoi. Et voilà, et on parlait de déconstruction, voilà, c'était l'ouverture sur de nouveaux schémas pour les cuisiniers. Donc, et en fait, pour
résumer un petit peu, parce que bon, après on a parlé de ce chef qui a utilisé beaucoup de produits de synthèse et tout ça pour avoir des textures, tout ça. Ça, moi, j'ai pas connu parce que c'était beaucoup plus tard. Mais moi, à l'époque où j'y étais, c'était quand, le premier plat qu'il avait mis au point, c'était une tortilla de patates, donc de l'œuf, de l'oignon et de la pomme de terre, et connement déconstruit en fait. Où en fait l'oignon était juste confit, c'était un plat qui était servi dans un verre à Irish Coffee. Et il y avait une base d'oignon confite, des jaunes d'œufs juste montés comme ça en savaillon, donc très mousseux, et une purée de pommes de terre, chaude, servie dans un appareil qu'on utilise pour faire la chantilly en fait. Et donc voilà, quelque chose de très... Et voilà, et ça a été comme le départ d'une cuisine dans les années fin 90-2000 en fait. Et voilà, bien avant que ça soit trop technologique en fait, où le cuisinier devienne un peu un savant fou avec beaucoup de, après le désir de faire des rendus un peu trop techniques où on utilise beaucoup de matières synthétiques en fait, des molécules de synthèse en fait qui sont plutôt utilisées dans l'agroalimentaire. Mais moi, en tout cas, en 2000, c'était plutôt ça et voilà, c'était plutôt riche et ça m'a ouvert beaucoup de nouvelles portes pour ma pensée, pour penser la cuisine en fait. Et donc par rapport à l'apprentissage, donc vous disiez vous avez pris des commis chez vous. Et vous-même, en tant que commis de cuisine, c'était comment? Bon, moi, en tant que commis de cuisine, moi j'ai commencé un peu de pain. Donc maintenant, c'est plus trop. La cuisine vit en ce moment une période où c'est devenu un métier. En tant que cuisinier, être invité au MUSEM, on est vraiment dans le genre de vague en fait où le cuisinier devient une star, voilà, l'artiste fou, machin, tout, tatouage sur les bras, machin. Bon. Et moi, quand j'ai commencé la cuisine un peu par défaut, en fait, c'était pas un rêve. Hein, ouais, l'école, j'avais pas trouvé ma voie dans le lycée, tout ça, et en fait, j'ai fait un apprentissage dans un petit restaurant familial dans le Var, là, dans les Gorges-Verdon. Mais de suite, il y a eu du respect. Et au début, j'étais vraiment nul. Hein, dire que j'étais vraiment nul. Je confondais tout. Quoi. Et il a fallu vraiment que je note tout et tout ça. Mais ça m'a plu. Je ne suis pas le cuisinier qui disait quand petit, je veux faire cuisinier comme plein de gens. Quoi, non, voilà. Mais après, voilà, ça m'a plu et je trouvais que c'était un métier qui était plutôt intéressant. On pouvait voyager, on pouvait apprendre et tout ça. Et j'ai plus eu la question, mais c'était sur l'apprentissage pour entendre un peu. Ouais, l'apprentissage, ben voilà, c'est long. Je pense que faut pas trop voir que on peut être chef en faisant la télé et tout ça. Il y a un apprentissage qui est long. C'est-à-dire que la cuisine, c'est du temps en fait. Donc on ne peut pas faire quelque chose qui prend du temps rapidement, en apprenant rapidement en fait. Et donc voilà, je pense qu'il y a une phase où on est apprenti, après on est commis ou chef de parti, tout ça. Et après il y a une phase où ça c'est rassurant. Et après on commence à penser la cuisine. Voilà. Et voilà. Et moi cette phase-là, je l'ai vécue à Barcelone en fait. Et donc c'était une phase qui m'a beaucoup, qui m'a enrichi parce que voilà, j'avais la technique, j'en connaissais un petit peu, mais la cuisine, la pensée, ça a été là-bas. Et ça a été mélangé aussi avec des expériences que j'ai vécues avec des gens, des artistes. Voilà, c'est la nourriture en fait qui fait qu'on va avoir un chemin de pensée qui est avec les expériences, les rencontres, et c'est toujours la même chose en fait. Voilà, il y a une base où il faut être patient et je pense apprendre, et puis une phase en fait où après on peut un peu se libérer. C'est peut-être aussi un apprentissage pour finalement le consommateur, non? C'est-à-dire que aujourd'hui, peut-être qu'on consomme un peu sans réfléchir ou sans y penser, parfois même sans plaisir. Finalement, l'apprentissage, c'est peut-être aussi pour ce consommateur-là qui va... Je comprends pas. Ouais. Non, parce que vous parlez de l'apprentissage, de l'importance de l'apprentissage pour vous, et finalement, c'est peut-être quelque chose à transmettre aussi au consommateur, vous ne pensez pas? Transmettre, je sais pas. Moi, je travaille dans un petit restaurant. Tous les jours, je fais des plats qui sont consommés.
Et mon but, c'est d'être honnête. Voilà, et d'utiliser des produits qui me semblent super bons. Et que les gens puissent apprécier que le pain il est cuit à midi moins quart, que le menu il est écrit à midi moins 5, donc ça fait qu'on ne triche pas, et c'est ce qui fait que bon, c'est un petit restaurant qui a son succès et qui est assez plein tout le temps, et donc voilà, les gens parce que quand on a ouvert ce restaurant il y a 4 ans, on était les seuls restaurants à avoir tellement peu d'offres. On a une carte qui tient dans la main. Il y a 2 plats, 2 entrées, 3 plats et 3 desserts. Et on était un des premiers restaurants à Marseille à avoir si peu de choix, en fait. Et ça, oui, ça peut-être, ça a été on a imposé ça comme dire, voilà, nous, on peut pas faire autrement, parce que en étant seul en cuisine, on ne peut pas avoir une carte où il y a plein de menus et tout ça. Donc ça, peut-être, ça, c'est un apprentissage. Et en fait, c'est ce qui fait que maintenant, les gens viennent sans savoir. Même il y a des gens qui viennent assez souvent et qui n'ont jamais lu le menu, qui ne le lisent jamais, en fait, qui viennent et qui disent bon, je prends un menu, voilà. Donc voilà, ça, c'est super. Enfin, pour nous, c'est un super. Enfin, voilà, ça fait. Les gens apprécient cette sincérité-là, quoi. Et la générosité, un peu. Donc on a parlé de manger sans réfléchir. Sans réfléchir, voilà. Et nous, en fait, au cours de cette conférence, on s'est interrogé sur le rapport aujourd'hui entre la nourriture dans notre société. Et on s'est rendu compte qu'il y avait quand même un paradoxe entre le phénomène de la malbouffe, de la standardisation de l'alimentation, et un phénomène totalement opposé. Donc il y a le phénomène du bio qui prend de l'ampleur. Et en plus, il y a tout ce qui est phénomène végétalien, on fait très attention à ce qu'on mange, à la moindre calorie, etc. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce paradoxe et quelles sont, selon vous, les valeurs qu'on a aujourd'hui derrière la nourriture? Ouais, mais c'est clair que là, on est issu d'une génération qui a été la génération de l'agroalimentaire, en fait, des supermarchés, tout ça. Donc voilà. Donc il y a, je pense qu'en ce moment, il y a on commence à avoir des informations ou très peu d'informations sur ce qui se passe dans l'agroalimentaire, en fait. Donc ça démontre qu'en fait, de plus en plus de gens se posent la question de savoir ce qu'on mange, en fait, qui est devenue une préoccupation qui prend de plus en plus de place, en fait, dans la vie, parce que par l'alimentation, on peut être malade, on se nourrit pour vivre, et en même temps pour bien vivre, pour avoir une bonne santé, pour se sentir bien après un repas, mais pas se sentir lourd, voilà. Et c'est clair qu'on vit un moment où il y a beaucoup d'informations, un genre de renouveau, on redécouvre le légume, on redécouvre de trucs, ça fait pas très longtemps, en fait. Bon, il y a des régions où oui, enfin, parce qu'il y a des régions agricoles, tout ça. Nous, on est une région pas agricole, en fait. Enfin, il y a une partie de producteurs, mais des grandes villes, tout ça, subissent, en fait, la malbouffe, parce que la malbouffe est quand même partout. C'est plus facile de trouver de la malbouffe que de trouver des bons ingrédients, ou un bon restaurant qui fait quelque chose d'honnête, et pas du réchauffé ou du décongelé ou ce qu'on veut, quoi. Et ça, c'est un très gros problème. Et moi, je fais le pain au restaurant, et voilà. Il m'a fallu du temps, mais ça fait un an et demi que je travaille qu'avec des farines bio, je connais les moulins et tout ça, je sais ce qu'il y a dans les farines et tout. Il n'y a pas de farine, il n'y a pas de gluten rajouté. Donc, moi, c'est une prise de conscience, et j'essaie de la faire partager à mes clients. Tous les produits, enfin, tout ce qu'on utilise, les légumes sont bio. Je sais d'où ils viennent, en fait. Ils viennent d'ici, tout le pourtour de l'étang de Berre. Même si c'est un endroit qui est quand même pas très pollué, mais en tout cas, il y a des gens qui font du bio. Bio ou pas bio, en tout cas, des gens qui font dans le raisonné, quoi, qui travaillent avec aussi, voilà. La tomate, on l'attendra en juin ou juillet, quoi, c'est tout. Et on fait sans, quoi, l'hiver.
Mais non, c'est un gros problème. Bon, c'est un problème qui me touche parce que ce qui me touche aussi, c'est de voir, voilà, c'est comme on peut voir la vision du monde. C'est voilà, il y a des gros qui sont puissants et qui peuvent tout écraser, puis il y a des petits qui veulent amener des bons légumes, des bons poissons, de la bonne viande et tout ça. Et donc moi, mon rôle, c'est de faire une sélection, d'essayer de travailler, enfin d'essayer. Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir travailler avec des gens, donc la ressource, enfin, qui me permettent d'avoir du produit où voilà, c'est une aventure. C'est pas d'acheter dans un truc ou sur un catalogue. Et ça, voilà, c'est en ce moment, bon, j'étais en Italie, Slow Food, voilà, il y a beaucoup de choses où ouais, il y a beaucoup de problématiques. Et c'est à nous, pas d'être, mais en tout cas de nous, dans les restaurants, dans un lieu où on donne à manger, d'être très respectueux sur ce qu'on donne à manger, en fait. Voilà. Et voilà. Et pour l'instant, c'est pas du tout le fait maison, tout ça, c'est une escroquerie, c'est n'importe quoi. Donc voilà. Moi, je me dis que si mon restaurant il tourne, c'est parce que voilà, les gens ils savent que voilà, je triche pas, vous voyez. Voilà. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui deviennent de plus en plus malades et intolérants et tout ça, et ça devient problématique parce que le restaurant devient un lieu maintenant où les gens viennent avec beaucoup de crainte, en fait. Enfin, moi, c'est des fois ce que je ressens. Des fois, des gens qui sont avec plein de crainte parce qu'ils ont peur de mal manger. Et que, bon, voilà, nous, c'était au contraire d'essayer de dire, bon, non, mais bon, on peut faire même pour un végétarien, ouais, je m'adapte. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question. Oui. Donc, pour rester dans le même thème, on va vous parler un peu d'actualité. Et donc, quand on parle de standardisation, on pense souvent à McDo, Pizza Hut, Quick. On ne parle pas de la standardisation des graines et des semences. Et en fait, il faut savoir que Monsanto, enfin, des entreprises comme Monsanto détiennent aujourd'hui le monopole sur les semences. Et du coup, il y a moins de variétés de tomates. Heureusement, parce qu'on est quand même dans une conférence sur le bonheur, donc on va rester positif. Il y a des associations comme Cocopoli. On en parlera plus avec Pierre Rabhi, je pense, puisqu'il est vice-président de l'association, qui lutte contre ce phénomène et qui essaye de distribuer des semences gratuites afin de préserver la biodiversité. Donc expliquez-nous, vous qui êtes cuisinier et qui utilisez des produits et des variétés rares, en quoi c'est important qu'il y ait des semences diversifiées et pas aux mains de Monsanto et d'entreprises comme ça. Alors, c'est énorme, parce que bon, quand j'ai acheté le restaurant, enfin quand j'ai trouvé un local pour qui devienne le restaurant à Marseille, en fait, je m'étais mis dans la tête d'avoir un potager. Et j'avais un cousin à côté de Martigues qui m'avait prêté un terrain agricole. Et donc, j'avais acheté des semences chez Cocopelli. Et donc, on avait qu'on partage, parce qu'en plus, ce sont des semences qu'on partage, parce qu'en fait, c'est des semences qui sont originelles, donc il faut les faire vivre, en fait. Il faut les faire... parce qu'après, elles se croisent, elles se clonent naturellement. Mais en fait, je m'étais rendu compte que j'avais pas le droit de... En fait, j'étais dans l'illégalité, en fait. Bon, le restaurant, on l'avait acheté en juillet, on pensait ouvrir en septembre, on a ouvert en novembre parce qu'on a fait des travaux. Et donc, en novembre, le potager, j'avais épuisé voilà, les ressources. Donc, j'ai pas pu faire ça. Mais bon, je travaille avec... tout à l'heure, il y avait Marianne qui travaillait avec... Je travaillais avec des gens, des producteurs de bio de la région. Et c'est clair que c'est un problème, la semence, enfin bon, dire que c'est comme si les progrès dans l'agronomie et tout ça, au lieu d'apporter des solutions pour que les gens puissent faire de la qualité, c'est faire du produit, enfin faire de la masse en fait. Et j'ai perdu un peu le fil de ce que je voulais dire. Mais merde. Attendez. Je parlais des produits. La diversité de la graine. Et donc, en fait, le problème, c'est que le progrès, c'est la pauvreté, en fait. C'est-à-dire que maintenant, on va dans un supermarché ou dans un étal de légumes,
bon, allez, on trouve, allez, 3, 4 tomates, allez, 5 tomates, 6 tomates. Mais il y en a 400 de variétés de tomates. C'est pareil pour toutes les curcubitacées et tout ça. Donc des variétés, elles ont toujours été là et elles continuent à être là. Et en fait, l'agronomie, en fait, le succès de l'agronomie, ça a été au contraire de réduire la diversité pour faire des produits qui sont hybrides, pour qu'ils soient plus tolérants aux insecticides et tout ça. Et donc, bon, on arrive à un moment, même le paradoxe, c'est que en fait, les semences sont stériles. Il y a que un agriculteur qui achète des semences de tomates cœur de bœuf, chaque année, il est obligé de racheter des semences. Elles sont stériles. Et ce qui est contre nature, c'est vraiment, je trouve que c'est affligeant, c'est d'une tristesse, c'est complètement, ouais, on est à côté de la plaque. Mais bon, on est dans le bonheur. Et en ce moment, par contre, on voit le succès de la distribution courte entre paysans, AMAP, tout ça, les petites coopératives et tout ça qui ont un succès incroyable. Le marché du cours Julien, le mercredi, qui est le seul marché des producteurs à Marseille, un jour par semaine. Quand même triste pour une ville aussi grande, mais qui a un succès incroyable. À 8h, il n'y a plus rien, il faut y être à 7h, 7h15, voilà. Donc ça montre qu'il y a une partie de la... Bon, c'est toujours les mêmes qu'on voit. Et là, il y a un problème d'éducation. Mais bon, c'est clair que tant que les cantines mettront des tomates ou des courgettes en hiver, voilà, il y a un gros travail d'apprentissage, comme on peut parler. Il y a un gros problème de culture. Voilà, n'importe quel marchand de fruits et légumes, à part un producteur, une coopérative de producteurs, bio ou pas, il y aura des tomates, il y aura des courgettes et des aubergines, des poivrons, et que bon, c'est plus du tout la saison, quoi. Et ça, c'est un apprentissage. Voilà, mais bon, il faut manger les choux, il faut manger les blettes, il faut manger les racines, voilà. Mais bon, c'est bon, c'est très très bon. Mais bon, c'est un apprentissage et les gens ne savent pas le travailler. Voilà, c'est plus facile de mettre une tomate, peut-être coupée en deux avec de l'huile d'olive. Mais bon, en hiver, c'est dommage, ça sert à rien, quoi. C'est quelque chose qui ne devrait pas exister, tout simplement. Pour revenir justement sur ce dont vous êtes en train de parler, dans votre restaurant, vous vous attachez vraiment, comme on l'a vu quand on a rencontré votre productrice Marianne, à respecter le temps des saisons, prendre les produits au moment où ils doivent être cultivés, au moment où ils doivent être ramassés. Donc on se demande finalement si c'est plus pour sublimer le produit parce que c'est meilleur ou si c'est de votre part un engagement citoyen que vous voulez transmettre. Je ne me sens même pas engagé en faisant ça. Dire que pour moi, il n'y a pas de choix. C'est logique. C'est logique. C'est tout à fait logique. Et puis, c'est excitant. Parce que, bon, là, par exemple, la semaine dernière, j'ai vu des choux de Bruxelles. Personne n'aimait les choux de Bruxelles, mais ils étaient tellement beaux et tellement tendres qu'on les avait feuillés et on les a fait juste poêler. Et plein de gens sont venus nous dire, mais j'avais jamais mangé. Mais ouais, mais voilà. Et par contre, il y a 15 jours. Voilà, le producteur, il est fait que pendant 15 jours, en fait, c'est tout. Donc voilà, c'est respect au produit, à sa saison, au décalage, parce que aussi les saisons sont en décalage, hein, voilà, il y a aussi un phénomène. Mais ça m'excite. Voilà, là, en ce moment, c'est le topinambour, c'est les blettes, c'est les choux, et c'est super, c'est incroyable. Par contre, c'est beaucoup de travail, hein, éplucher une caisse de topinambour, c'est une corvée, quoi. Non, mais voilà, après, c'est plus facile de faire des patates. Du coup, là, on a vraiment beaucoup parlé d'engagement. Engagement par rapport aux produits, bêtes, choux de Bruxelles, tout ça. Mais vous avez aussi un engagement artistique, on peut dire ça comme ça, parce que vous avez participé en 2008 avec Sandra Ancelot et Michel Leonardi à une exposition donc en Belgique, mêlant art et cuisine. Est-ce que vous pouvez un peu nous en parler et nous dire comment ça a influencé votre cuisine maintenant ? Ça, je dirais, c'est pas ça qui a, ça n'a pas influencé ma cuisine, en fait. Après, ce sont des rencontres, comme la vie est faite de rencontres. Voilà, il y a une époque où j'ai collaboré avec une artiste
qui me plaisait, enfin qui me touchait, son travail me touchait, quoi. Et donc on est arrivé à rebondir. Donc on était, c'était bon. Maintenant c'est un peu plus courant, mais à l'époque, enfin c'était il y a quelques années de ça, ouais, on avait fait pas mal de performances et là, ce que vous faites référence à une expérience qu'on avait faite en Belgique, en fait, avec 2 artistes, qui étaient 2 peintres, en fait. Et en fait, moi, j'avais fait toute une série de textures et de supports cuisinés. Et eux, ils n'avaient plus qu'à mettre sur une toile, en fait. Donc, voilà des trucs assez rigolos. Mais par contre, c'est toujours pour moi, il faut que ça soit cuisiné, quoi. Il faut qu'il y ait un process de cuisine, en fait. Sinon, de prendre un yaourt et de mettre du colorant rouge et de mettre un coup de pinceau là-dessus, j'ai aucun intérêt. Mais ma cuisine ne s'est pas enrichie de ça, mais c'est mon expérience qui s'est enrichie de ces rencontres et d'être des fois sur la scène que j'apprécie pas très. Enfin, je suis pas très non plus. J'ai pas fait ce métier pour être ce soir-là, quoi. Hein. Moi, mon travail, c'est d'être dans mon atelier, d'être dans ma cuisine, en fait. Ce qui m'anime, c'est la rencontre, en fait. On vient de me chercher, ça me touche, et je dis, bon, ben, bien sûr, je suis partant. Mais demain, je serai dans la cuisine, et je continuerai à transformer les produits. Et, bon, par contre, ma vie personnelle se sera enrichie d'une expérience. Ok, d'accord. Parfait. Et donc, du coup, quotidiennement, en fait, on voit que ce sont en général les femmes qui cuisinent. Et on parle beaucoup, vous en avez parlé d'ailleurs, de transmission de vos grands-mères qui cuisinaient beaucoup, de transmission mère-fille. Et donc, du coup, pourquoi? Mais pourtant, en ce moment, les chefs étoilés, c'est souvent des hommes. Donc, comment finalement vous expliquez cela, que quand la cuisine se sublime, entre guillemets, elle devient masculine? Ça, oui. Après, il y a une époque. Enfin, je pense qu'il y a aussi il y a une époque où la cuisine gastronomique était une histoire de femmes, hein, surtout dans la cuisine lyonnaise. Même des bouchons, tout ça, c'était une cuisine de femmes qui était parce que bon. La cuisine est quand même, enfin, maintenant beaucoup moins, mais ça a été quand même un métier très physique, en fait. Hein, c'est quand même une implication physique. Et, à une époque, il fallait quand même aussi les cuisinières, tout ça. Enfin, le matériel était au charbon. Enfin, et c'était un métier très physique, avec un engagement physique très fort. Donc je pense qu'il y a eu peut-être une époque où, moi, quand j'ai commencé la cuisine, c'était pas très in, la cuisine. Vous voyez, il y avait des grands chefs, comme il y a toujours eu des grands chefs. Mais maintenant, il y a beaucoup de gens qui, à 40 ans, changent de métier, veulent faire cuisinier, et tout le monde dit ouais, c'est cool, enfin, c'est in, quoi. C'est cool, c'est classe. Mais à une époque, la cuisine, c'était quand même pas très. J'ai rencontré des cuisiniers qui étaient beaucoup plus âgés que moi. Il y avait quand même pas mal d'alcool, ça picolait du cognac de cuisine et tout ça. Ça volait pas très haut dans les cuisines. Moi, même ils travaillaient dans des brigades où ça vole très très bas. Et c'est clair que c'est plutôt masculin, foot et bagnole de sport, quoi. Et c'est clair que la cuisine, elle s'est affinée, et des femmes sont là, très présentes, et de plus en plus. Moi, dans ma cuisine, j'ai deux filles, en fait, et c'est aussi, pour moi, c'est pareil, c'est-à-dire que j'apprécie la présence féminine, mais bon, c'est deux personnes qui ont envie d'être là et tout ça. Mais là, en ce moment, elle se féminise de plus en plus, et tant mieux, et surtout en pâtisserie, ou même en cuisine aussi, mais en pâtisserie, il y a vraiment des chefs femmes qui sont très très fortes. Mais je pense qu'à l'époque où la cuisine était masculine, je pense que c'était une époque où la cuisine n'était pas très très bonne. Voilà. Non, mais sérieusement, je pense que il y a eu une époque où on mangeait pas très bien dans les restaurants, à part dans les 3 étoiles Michelin, Bocuse et tout ça, mais bon, il faut aimer ce type de cuisine aussi. Mais je pense que là en ce moment la cuisine vit, tout le monde doit être cuisinier. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par la cuisine. Il y a un phénomène aussi food important, quoi. Parce que la cuisine, c'est-à-dire que n'importe quel endroit, à Paris ou dans des endroits comme ça où il s'ouvre au moins 2 ou 3 restaurants par semaine, ou des restaurants où on fait de la bonne cuisine. Il
et beaucoup de femmes au fourneau, quoi. Beaucoup. Et je pense que aussi parce que en ce moment la cuisine est bonne de partout, elle est vraiment bonne. Je pense qu'il y a vraiment de plus en plus de gens qui veulent faire ce métier, et vraiment sincèrement. À une époque où peut-être la cuisine c'était, tu n'étais pas fort à l'école, tu allais à la cuisine, tu faisais. Il y a quelques années, je pense que c'était ça, 20 ans, 30 ans. C'était pas un milieu très jouissif. C'était très dur. Et je pense que là, on vit plutôt un moment plutôt enrichi, de plein de gens et peut-être aussi beaucoup de femmes qui sont arrivées dans la cuisine. Et on va passer juste pour une note positive avant de passer aux questions du public. Juste, cuisinier, c'est un acte quotidien et souvent, beaucoup de personnes le conçoivent comme une corvée. Et il est vrai que quand on interroge des personnes comme ça dans la rue, on se rend compte que le week-end est propice justement à une redécouverte de la cuisine. Et on parle même d'une certaine réalisation de soi en fait, parce qu'on se retrouve autour de la table avec notre famille, tout ça. Et qu'est-ce que vous en pensez justement de ce phénomène? Et est-ce que c'est aussi un moyen pour vous, qui cuisinez tous les jours, de vous réinventer chaque jour en fait? Alors, moi je vois deux questions. Mais je pense que, comme je disais tout à l'heure, je pense que les gens qui le week-end, normalement on ne travaille pas le week-end, donc on a le temps. Donc le temps de cuisiner, d'abord peut-être le temps de faire ses courses. Et le temps, c'est... le temps, c'est plus facile d'aller dans un supermarché, garer sa voiture au deuxième sous-sol, prendre son caddie, le remplir et aller dans le supermarché et revenir à la maison, que d'aller au marché, de faire la queue au marché, d'aller chercher la charcuterie, des œufs, ça. Donc c'est du temps. Le temps d'éplucher, le temps de laver les légumes et tout ça. Donc c'est propice. Enfin, le temps à cuisiner, le temps à préparer. Et je pense que ça me semble logique. Je connais pas mal de gens aussi qui le week-end préparent aussi des plats pour la semaine. Qui mettent, parce que le temps d'une personne qui arrive à 7h30, 8h à la maison et tout, c'est super. C'est-à-dire que même moi, quand je finis tard, je ne cuisine pas chez moi. Ça donne trop de temps. Donc, je mange des fois des trucs nuls, simples, mais j'ai pas le temps. Pour faire un bon repas, on peut faire des choses simples avec peu de temps, mais bon, éplucher et cuire un truc, c'est facilement 20 minutes, 30 minutes, un minimum. Voilà. Après, il y a d'autres questions. Vous avez une double question un peu, non? C'était juste pour savoir, comme vous cuisinez tous les jours, est-ce que vous, d'une certaine manière, c'est un moyen de vous réinventer chaque jour, justement? Oui, moi je le vis comme ça. Je le vis tous les jours, je le vis comme ça, à mon humble niveau d'un petit restaurant de quartier. Je le vis comme ça parce que il y a des produits et puis il y a des quantités à produire, à dire le restaurant il y aura 30 couverts, donc il faut faire. Et donc tous les jours il y a une feuille blanche et il faut la remplir, dire qu'il faut composer avec quoi. Et il y a des jours où il fait froid, on a envie de proposer quelque chose de chaud et de réconfortant, et tous les jours on y met tout. De la technique, des ingrédients et de l'amour aussi. Il y a beaucoup on donne de soi en fait. C'est un métier on peut. Je pense que le succès en ce moment de ce métier, c'est que les gens se rendent compte que c'est un métier où on peut donner beaucoup. On peut donner facilement. C'est quand même c'est jouissif de faire plaisir. C'est quand même chouette de faire plaisir à des clients ou à des gens. Mais bon, moi je suis quand même c'est mes clients, donc ils payent en plus. C'est énorme, dire que c'est un métier qui donne et tous les jours. Et la sanction, elle est où ils aiment ou ils n'aiment pas. Dire que on ne peut pas tricher. On ne peut pas dire c'est pas comment d'aller acheter un costume et tout ça. Bon, on est super content, mais après le costume ne nous va pas finalement. Mais bon, là oui, on mange et ça plaît pas, ou c'est trop froid, ou c'est pas bien cuit, la sanction est immédiate. Oui. Mais tous les jours, on se remet. Moi j'aime bien tous les jours. J'ai la chance maintenant de pouvoir avoir des petits collaborateurs qui m'entourent et qui me comprennent parce que il n'y a jamais de liste, c'est tous les matins. Même des fois il y a des matins où je ne suis pas inspiré et je leur dis coupez des oignons puis on verra bien quoi. Et puis
puis voilà, on met en route un truc, et puis après un autre truc qui vient de se greffer sur ça. Et puis moi j'aime bien aussi j'aime bien commencer les menus par la fin. J'adore faire les desserts. Donc un menu pensant un dessert, le dessert me fait penser à l'entrée. Et après il ne reste plus qu'à combler par le plat. Et parce qu'en fait on essaie toujours dans un menu d'avoir un fil conducteur, même d'un petit menu bistrot, qui a un peu d'acidité à l'entrée, il faut la retrouver au dessert, je pense. Ou s'il y a une amertume à l'entrée, il faut la retrouver au dessert. Je trouve que c'est plutôt... Enfin, j'aime bien. C'est ma façon de composer, en fait. Du coup, bon, toute dernière question. Bon, ça fait 4 ans maintenant que vous êtes installé dans votre restaurant. Et bon, on a vu vos écrits, vous avez énormément bougé et on a un peu du mal à vous imaginer rester sédentaire finalement, juste rester dans votre restaurant. Genre, vous n'avez pas un peu des plans d'avenir pour autre chose à faire peut-être? Si, en ce moment, j'ai beaucoup de possibilités de où m'agrandir ou de bouger et je me pose beaucoup de questions en fait. Parce que c'est la première fois que je me retrouve 4 ans dans un lieu, mais je suis malgré moi chef d'entreprise. Ça n'est pas un cadeau. Ça, c'était pas... Moi, j'aime bien être dans ma cuisine et pouvoir acheter des ingrédients ou des produits et les transformer et les vendre, parce que bon, il y a un côté mercantile. Mais être chef d'entreprise, ça, c'est quelque chose qui me mine le moral. Donc voilà, je suis en train d'imaginer que peut-être je pourrais évoluer, continuer la cuisine, mais ne plus être chef d'entreprise, en fait. Donc, voilà, donc être sédentaire, voilà, pour l'instant je ne regrette pas encore en fait. Je suis content d'être venu à Marseille, parce que c'est une ville où j'avais jamais travaillé, et ça fait maintenant 4 ans que j'ai ouvert ce restaurant, et 4 ans de rencontres, et 4 ans aussi de beaux moments, des moments difficiles, mais des beaux moments. Et je suis quand même attaché à ce petit lieu, parce que c'est ma cuisine, et puis parce que j'ai acheté casserole par casserole, parce que c'est un petit projet, hein, c'était un petit projet avec des petits moyens, donc voilà, on a pu avoir du matériel de plus en plus, et évoluer, rencontrer aussi, et aussi nous évoluer dans nos compétences. Hein. Moi, dans mes compétences de cuisine, je pense que j'ai vachement évolué. Enfin, voilà, depuis le début, quand je vois des fois des plats du début, je dis tiens, c'était, je fais des trucs, et maintenant je fais autre chose. Les vins aussi, on a beaucoup évolué avec les vins. Pareil, on a très peu de vins connus, en fait. On a très peu de vins d'étiquette, on n'a pas de vins... Au début, on faisait ça, puis au fur et à mesure, on a décidé d'avoir des vins qui nous plaisent, en fait. Et de vins de gens qui les font avec l'amour, avec les tripes, avec du terroir, qui sont avant tout des paysans. Voilà, donc voilà, c'est une évolution, et ce qui fait que c'est bien d'être sédentarisé de temps en temps, parce que bon, y a un terroir, il y a des pêcheurs, il y a des producteurs, il y a des vignerons, il y a des commerces. Voilà, et pour l'instant, je me sens encore sédentaire. Ça va. L'équilibre est plutôt pas trop mal. Pas mal, oui, c'est un bon équilibre. Voilà, c'est un bon équilibre. Ok, merci. Merci à vous. Alors, on va prendre maintenant quelques questions du public. Bonsoir. Alors, comme on est dans une conférence sur le bonheur, j'aurais simplement et naïvement voulu vous demander qu'est-ce qui vous rend le plus heureux dans votre métier ? Le plus heureux, je pense que dans mon métier, c'est un bon service. C'est-à-dire que ma journée, en fait, elle est liée. Il y a un moment de production, en fait, il y a un moment où on produit, c'est-à-dire qu'on transforme les produits pour créer des plats, ou fabriquer des plats. Et ensuite, ces plats, ils sont commercialisés dans un moment du restaurant. On appelle ça le service, en fait, quand les clients arrivent et tout ça. Et un bon service, ça me rend heureux, quoi. Après, voilà, il y a des services qui sont moins bons, il y a des services qui sont des fois laborieux, et ça me rend heureux. C'est-à-dire que ça me rassure sur l'implication, parce que je fais quand même un métier où il y a une grosse implication physique aussi. C'est-à-dire que c'est un effort d'y être tôt, debout, tout le temps, à piétiner,
à faire des gestes. Et puis, bon, c'est pas que du manuel, c'est du mental aussi, parce qu'il faut toujours réfléchir à plein de trucs et tout ça. Et bon, et voilà, quand il y a un service s'est bien passé, je trouve que ça me donne, ouais, ça me rend heureux parce que ça valide que c'est une bonne journée. Voilà, ça valide que je me suis pas trop trompé que pour l'instant, ça me réconforte dans le fait que je cuisine. Voilà. Et une mauvaise journée, ça pourrait me mettre en question en disant j'ai envie de faire autre chose. Voilà. Parce que quand on dépasse un compromis travail-plaisir, voilà, il faut pour moi, l'équilibre, c'est le travail-plaisir. On peut pas m'imposer. Enfin, j'ai la chance, le seul fait d'être chef d'entreprise, c'est que personne ne m'impose quelque chose. C'est-à-dire que je fais ce que je veux, dans les limites, parce qu'il y a un cadre, bien entendu. Et donc, il faut trouver, parce que bon, je gagne pas, je suis loin de gagner des 100 et des 1000, bien loin. Donc, il n'y a pas le retour économique, loin de là. Donc pour l'instant, le bonheur, c'est de trouver un bon rapport plaisir-travail et implication. Voilà. C'est très intéressant parce que c'est vrai, aujourd'hui, la cuisine a pris une place très importante dans notre société. On voit ça très bien, tous ces restos qui ouvrent comme le vôtre, les livres de cuisine qui se vendent très bien, les émissions sur la cuisine qui sont très à la mode. Et d'un autre côté, je trouve que dans notre société, il y a un clivage de plus parce que d'un autre côté, on voit qu'il y a des parties de notre société, certaines classes, en fait, mangent de plus en plus mal. Parce que j'étais assez effarée quand j'ai eu l'occasion d'être devant la sortie des écoles, de voir ce que les enfants ont en fait comme goûter. Il n'y a que des chips et des vraiment biscuits bas de gamme. Je n'ai pas vu un seul enfant avoir une pomme ou un fruit. Alors, et je pense aussi que dans les cantines des écoles, malheureusement, la bonne cuisine est quand même encore assez loin. Est-ce que vous n'avez pas aussi un rôle d'éducation dans ce domaine-là? Pas vous personnellement, mais je veux dire, oui, peut-être vous aussi, alors, pour apprendre aux jeunes de manger un peu mieux et ce qui n'est pas forcément plus cher, en plus. Oui, mais ça, c'est une montagne, hein, c'est un thème, c'est un travail. C'est un travail. Moi, j'en suis conscient et mais en même temps, bon, j'ai la chance maintenant. Je vais depuis que je suis à Marseille, pas dans les supermarchés. Et le peu qui m'arrive dans les supermarchés, je suis toujours effaré de voir ce qu'il y a dans les caddies. Et donc, c'est pas les enfants, c'est les parents. Dans les caddies, il y a, je pense. Le 3/4 du caddie, c'est que des trucs qui servent à rien. C'est des desserts lactés, enfin, des desserts, des gâteaux, voilà, il y a du plat préparé et tout ça. Donc c'est un travail. Moi, j'essaye de ne pas tricher dans mon restaurant. C'est-à-dire que moi, je propose quelque chose d'honnête et sincère, en prenant des produits de saison, frais, en transformant tout. Pour moi, le plus important, c'est voilà, je fais le pain, les sorbets, les glaces, tout est fait maison parce que voilà, j'essaie de pas. C'est pas parce qu'on ne peut pas trouver ça transformé bon, mais voilà, il y a aussi une problématique économique. Ça me coûte, c'est du temps, mais ça me coûtera moins cher de faire ma glace que d'acheter une très bonne glace. Mais ça, pour l'éducation, les cantines, tout ça, je pense que c'est. Moi, je suis une poussière dans tout ça. C'est-à-dire que moi, mon rôle, c'est de donner à manger à mes clients. Et ensuite, ce qui se passe dans les cantines, il faut prendre. C'est au niveau d'éducation nationale. C'est-à-dire que c'est au niveau de la base de l'éducation. Et voilà, les enfants sont dans des écoles, on leur donne un cadre. Je ne sais pas s'il est bon ou pas. Et dans ce cadre, il y a la nourriture et qui est sûr qu'elle n'est pas bonne. Mais bon, il faut remettre en question tellement de choses. Et en même temps, les parents qui viennent chercher les enfants leur donnent des chips ou des gâteaux et pas de pommes. Mais bon, les enfants, des pommes aussi, ils n'en mangent pas parce qu'ils ne savent pas ce que. Les enfants aussi ont du pouvoir aussi. Ils ont des goûts. Avant, je sais pas, t'aimais pas ça, ben t'avais rien. Maintenant, ben t'aimes pas ça, ben t'as quand même des biscuits.
il y a plein de choses. Voilà, les mœurs ont changé. Enfin, les mœurs ont changé. Par rapport à ce que comme moi j'étais enfant, mais non, c'est énorme. Moi, je me sens une poussière dans cette problématique. C'est le fondement de l'enfance. Voilà, il y a par l'éducation, par le scolaire en fait, qui donne le cadre, mais ouais, l'alimentation. Si les enfants mangent mal chez lui, la cantine, c'est pas ça qui va le rattraper, qui va lui donner du goût. Enfin, en tout cas, pas en ce moment. Surtout que je pense qu'à une époque c'était faisable parce que dans les cantines il y avait quand même des cuisines avec des gens qui cuisinaient, ou des bons ou des pas bons, mais en général c'était cuisiné. Et que maintenant, je pense que les cantines, ça n'existe plus des cantines où il y a des cuisiniers qui cuisinent. Et ça, c'est un problème d'hygiène, et c'est un problème d'hygiène qui est basé sur des lobbies, voilà. Enfin voilà, c'est quand même c'est énorme. Hein, pourquoi on mange mal dans les cuisines, c'est du lobby, c'est de l'argent, c'est beaucoup. C'est une grosse problématique où c'est pas une cuisinier qui peut y répondre. Ouais, Jamie Oliver, mais bon, moi je suis pas Jamie Oliver. Et puis il y a la semaine du goût, il y a quand même des choses qui sont quand même proposées, mais c'est rien. C'est-à-dire qu'à la base, il y a un gros problème de base. Et je pense que la cantine, enfin, le problème de la cantine est lié au problème de l'école aussi. C'est-à-dire que est-ce que l'école a vraiment fait, enfin, voilà, est-ce que l'école fait bien, donne une bonne éducation aux enfants? Est-ce que voilà, moi je suis, regarde, je peux pas changer ça quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, bonsoir. Puisqu'on est à Marseille, au bord de la mer, en Méditerranée, donc j'aimerais que tu me dises où est-ce que tu trouves du poisson et et lequel tu choisis. Bon. Bon, là, j'ai la chance le poisson, écoute, c'est une ressource parmi tant d'autres. Hein. En plus, je travaille beaucoup de poissons, donc ici j'ai un partenaire en fait, qui est un pêcheur, qui est un artisan pêcheur à la Redonne qui est ici, avec qui je travaille, mais pas tous les jours parce que la pêche c'est un produit, c'est une activité qui est liée. Il y a des jours où les filets, il y a des bonnes pêches et puis il y a des jours où il y a des pêches qui sont moins bonnes. Donc je travaille, j'achète aussi du poisson, par des courtiers en fait, des gens qui me permettent d'avoir accès à des poissons qui sont Pays Basque ou au Creux-du-Roi, pas qu'à Marseille. Mais voilà, j'achète jamais de poissons de piscine, d'élevage en fait. J'ai jamais travaillé de saumon et je n'achète que du poisson de ligne. Voilà. Mais du poisson de ligne, peut être du merlan de ligne, je préfère ça qu'une dorade, voilà. Et donc, je vais sur le Vieux-Port aussi. Quand je veux travailler du poisson cru, je vais le prendre sur le Vieux-Port. Parce qu'il y a quand même des pêcheurs et il y a tous les jours des gens qui ramènent une pêche assez variée. Voilà. Il y a des jours où il y a tous les poissons de la Méditerranée, des jours où il n'y a que des muges, il y a des jours où il n'y a que des sèches, où là, souvent c'est des assoles, des baudrois, voilà. Mais c'est comme tous les produits, il faut les chercher par contre, hein, ça ne vient pas comme ça, quoi. Et en même temps, les produits, ils arrivent, voilà, quand Boris, mon pêcheur, m'amène une pêche, bon, ben, il y a du gros, il y a du petit, il y a du moyen, voilà, il y a des choses qui sont intéressantes et des choses qui sont moins intéressantes, et il faut tout travailler, en fait. Voilà, il faut aussi valoriser les poissons qui n'ont pas de lettres de noblesse. Et voilà, ça aussi, ça viendra, parce qu'il arrivera un moment où on n'aura plus de loup, plus de dorade et tout ça, et donc on sera obligé de travailler. Enfin voilà, on travaillera. Les gens apprécieront la juste valeur, ce que c'est qu'un muge, ce que c'est que, je sais pas, un marbré, voilà, un petit merlu, voilà, des petits poissons humbles, mais qui sont meilleurs qu'un poisson de pisciculture, quoi. On va prendre une dernière question.
Oui, pour clore un peu l'entretien, moi j'aurais voulu savoir quel est le dessert que vous préparez avec le plus de bonheur et celui que vous consommez avec le plus de plaisir. Alors, des fois, ça peut être paradoxal parce que bon, j'aime beaucoup préparer les desserts et j'essaie en général de faire des desserts sans trop de sucre, des fois sans sucre en fait. Et paradoxalement, moi des fois j'ai besoin d'avoir un dessert super sucré, quoi. Donc qui me donne beaucoup de bonheur. Mais en fait, bon, pour moi là, de proposer des desserts dans un restaurant, voilà, il y a un côté un peu peut-être pédagogue aussi, c'est de réapprendre aux gens de pouvoir prendre du plaisir sur un dessert, qui est un plat de fin de repas, et sans être dans le sucre en fait. Et voilà, je pense que c'est ça, c'est voilà, de trouver les équilibres entre l'acidité, les amertumes, et, voilà. Ça, je trouve ça, ça me plaît beaucoup. J'adore préparer les desserts, et beaucoup à base de fruits. Mais moi-même, j'adore de temps en temps des desserts sucrés. Voilà, une crème de marron, j'adore ça. Mais par contre, le restaurant, je préparerai une crème de marron avec des choses qui permettent de le faire passer, avec du pamplemousse, avec du gingembre. Voilà, il faut contrer quelque chose de sucré. Pour moi, c'est toujours d'essayer de contrer le sucré par quelque chose qui permet de donner un petit peu une étincelle, en fait. D'oublier le sucré qui, de suite, sature le palais. En fait. Merci beaucoup, Pierre Giannetti, d'avoir été là avec nous ce soir. Et merci si je peux me permettre, si vous allez à son restaurant, prenez la soupe de coin parce qu'elle est vraiment exceptionnelle. Elle ne sera plus, c'est fini. Et avant de vous laisser aller manger, je vais juste présenter les prochaines conférences. Donc demain, il y a un colloque intitulé L'alimentation en Méditerranée face aux défis de la mondialisation, de 14 à 22 heures. Donc ça, c'est pour rester dans le même thème. Et sinon, dans le cadre du cercle de conférences liées au bonheur, on accueillera Patrick Bouchin, donc l'architecte, le 5 février, et Pierre Rabhi, le 6 février.